écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à Radio Ma'arif, bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire, le dernier d'une saison, la 6e saison. Saison riche comme les autres, avec beaucoup de découvertes, beaucoup de passion, beaucoup de twists, des twists et dont un des plus grands contributeurs est devant moi pour la dernière de la saison. Abdallah Fili, salut à toi. Bonjour Serada. Comment vas-tu ? Très bien. Tu es là avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... L'exploit. 12 fiches. Je vous préviens, vous allez apprendre des choses. Oh là là. Parce que c'est écrit petit. Tellement petit que j'arrive même pas à voir dans quelle langue c'est écrit. Non, c'est même moi je vois pas. C'est plus grave ça. Alors vous savez comment ça marche, Radio Ma'arif, on a commencé à découper l'histoire en méga tranches. Et ensuite on a fait des petits, souvent des zooms, et très souvent un podcast né d'un podcast. C'est-à-dire qu'on entend parler d'un phénomène, d'une entité politique, d'une entité sociale, d'un personnage, et ben on zoome. Et là, ça faisait pas mal de temps qu'on voulait consacrer un podcast à l'histoire des Taïfa. Tawaif, l'Arabia, Taïfa en arabe, enfin en français disons. On a compris qu'elle c'était une forme politique qui avait peuplé l'Andalousie. Elles ont plutôt mauvaise réputation dans notre histoire. Et on a demandé à Abdallah Fili, spécialiste médiéval, et même lui-même un peu médiéval, de nous expliquer ce qui s'était passé donc à cette période qu'on appelle la période des Taïfa andalouses. Une période extrêmement importante, malgré tout. Bien, on sait pourquoi il a été en quelque sorte supplanté par l'époque califale et les périodes postérieures, notamment Almoravide, Almohad, Mérénide, etc. Des empires en quelque sorte extrêmement importants aussi de l'histoire, mais c'est une période charnière, mais ô combien riche dans l'histoire andalouse d'une manière générale. Charnière parce qu'elle se place entre deux périodes, c'est bien ça. C'est ça. Alors entre quoi et quoi exactement ? Entre la période califale, c'est-à-dire Omeyyade, et la période almoravide. D'accord. Donc deux périodes, mais vraiment extrêmement riches et également avec des retentissements politiques, économiques, sociaux extrêmement marquants de cet espace. Mais on sait pourquoi il est dénigré, tout simplement parce qu'il fait suite à une période califale. La période califale, c'est le moment où l'empire omeyyade courait de Damas à l'Espagne, en fait, je ne sais pas comment le dire. Andalous. L'Andalous, voilà. Donc mais, en fait. Ouais. Mais en réalité, non, parce que le califat dont on parle ici, c'est le califat omeyyade d'Al-Andalus. Oui. C'est-à-dire, il est cantonné, en quelque sorte, dans la péninsule ibérique et avec des influences parfois directes, parfois indirectes sur le Maghreb. Ce qu'on appelle le califat de Cordoue. C'est ça. Dans le Cordoue est capitale. Moi, je vais te dire ce que j'ai compris, parce que moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que dans l'Andalousie, tu sais, il y a beaucoup de mythes, bref. Les Omeyyades partent de la péninsule et vont vers l'ouest. Ils dominent le Maghreb et continuent dans la foulée. Enfin, on résume. Hein. Oui. Voilà, on résume. Oui. Ça, pendant les périodes de conquête. Dans la période de conquête. Voilà. Et à partir de... Voilà. Ensuite, vas-y. À partir de 739-740, c'est terminé. Voilà. C'est le podcast qu'on appelait les révoltes berbères. Exactement. C'est là où il y a Maïsara al-Haqir. Exactement. Le minable. Enfin, qui est minable. D'accord. Voilà. Et donc là, le Maghreb sort de l'Empire omeyyade. Il est autonome, avec des pouvoirs autonomes, avec des émirats. C'est la période de l'émiettement politique de la région, que ce soit au Maghreb ou en Al-Andalus, avec des pouvoirs généralement qui sont liés à des tribus comme les Midrarida Sijil Massa, comme les Auraba pour les Idrissides, etc., etc. En Al-Andalus, c'est pareil, avec parfois des rivalités entre tribus de la même origine, tribus qaïsites, tribus yéménites, etc. Et au gré de la force des pouvoirs en place, eh bien, ils se tiennent tel ou tel souverain. Donc c'est quelle date en fait Donc à partir du moment où l'un des descendants, Abdelrahman Dakhil, s'est installé à Cordoue, eh bien il a fait revivre en quelque sorte ce moment omeyyade en Occident. Les Omeyyades, au moment où il y a Abdelrahman Dakhil à Cordoue,
ils n'existent plus en Orient. Ils sont... Donc les derniers Omeyyades sont en Andalousie. Voilà, exactement. C'est les Abbassides qui les ont remplacés de l'autre côté. Voilà, c'est les fugitifs, on va dire, de l'Orient qui se sont installés... Les dissidents. Voilà, qui se sont installés à Cordoue. Et donc, en 929, c'est là où Abdelrahman III, Nasser, qui est un Omeyyade aussi, a proclamé le califat à Cordoue. Donc, ce califat Omeyyade commence uniquement en fait en 929, d'accord ? C'est-à-dire le premier tiers du Xe siècle. Et il a continué pratiquement, on va dire, presque un siècle, jour pour jour. En 1031, c'en est fini du califat de Cordoue. C'est très court en fait. Très court, un siècle. Et c'est pour ça que les taïfas ressurgissent en fait un peu partout. Ils sont à peu près une vingtaine, on a l'Andalous, et ils sont de différentes origines. Alors attends, donc c'est l'émiettement du califat de Cordoue. C'est ça, qui a donné naissance. Partition, voilà, c'est la partition de la péninsule ibérique en une vingtaine de régions, d'émirats autonomes et ou rivales même. Rivales, et c'est pour ça que cette période, on peut l'appeler, Pierre Guichard l'appelle, la période de la plume et de l'épée. Tellement il y a le contraste entre les rivalités politiques entre les différentes composantes taïfas et entre les différents taïfas d'Al-Andalus et en même temps une richesse culturelle, littéraire, scientifique durant cette période. Et généralement, cette rivalité politique entre les différentes composantes politiques à l'époque, dans ce territoire, somme toute limité, eh bien, il a couvert en quelque sorte, il a supplanté la partie enrichissante de cette période, c'est-à-dire tout le débat littéraire, culturel, architectural, etc. Et que seule l'archéologie peut, et même la littérature en quelque sorte, la poésie notamment, et quelques sources de l'époque qui remontent par exemple Tawq al-Hamama d'Ibn Hazm, Jamharat Qabaïl al-Arab d'Ibn Hazm également, Ibn Bassam, Dakhira, etc., etc. Mais malgré tout, la documentation, c'est une documentation sur cette période, est une documentation très disparate et très peu à même de nous apporter des éclaircissements détaillés sur cette période. Pourquoi ce dénigrement ? Ça, c'est une question extrêmement importante parce que tu y as fait allusion tout à l'heure, c'est qu'on est face à des pouvoirs qui ne sont plus califaux, c'est-à-dire qui remettent en question la question du califat. Remettre la question du califat en débat est quelque chose qui est de tout temps, y compris aujourd'hui, quelque chose qui est absolument très mal vu. D'accord ? Donc on est capable en quelque sorte de vivre sous un pouvoir musulman sans pour autant être sous l'obédience d'un califat, sous l'autorité d'un califat. Et c'est un débat qui a eu lieu en Orient comme en Occident. Je fais allusion ici notamment en Orient, à la fin de la période, on va dire au moment de la crise du califat abbasside, eh bien, il y a un livre qui s'appelle d'Al-Mawardi qui s'appelle l'Ahkam Sultaniya, où il est dit clairement que le califat peut en quelque sorte donner l'autorisation à des émirs locaux de gérer la chose publique, c'est-à-dire de créer en quelque sorte des émirats qui sont rattachés au califat sans pour autant qu'il en soit complètement dépendant. Tellement la prise de décision est lourde, on est sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc la moindre, connaissant l'esprit centralisé complètement du pouvoir islamique, eh bien, c'est extrêmement difficile, et ça on le voit dans les sources. Il y a un pont qui tombe au Al-Andalus parce qu'il y a une crue, etc. Il faut envoyer une demande au calife à Damas ou à Bagdad pour avoir l'autorisation de réparer le pont, de le reconstruire. Vous imaginez les délais, etc. Donc la prise de décision, c'est quelque chose de véritablement difficile à prendre à cette époque sans se référer on a une vingtaine, tu nous as dit, de taïfas. Oui. Voilà. Si on reste sur leur réputation, ensuite on va rentrer dans leur organisation politique, dans leur réputation, elle est due effectivement au fait que c'est la désunion, donc la fameuse spectre de la fitna. Oui. Par opposition à ce que peut être un califat ou un empire, donc avec une version un peu unie
de la Oumma. Là, on est devant. Et deuxièmement, il y a aussi la réputation. Je ne sais pas si c'est lié à ça quand on dit, même aujourd'hui, Mtaïfin, c'est-à-dire ils se querellent, voilà, ou ils se battent. Ça. Alors, il y avait la notion aussi, enfin, en tout cas, c'est l'image qu'on en a de gens qui passent leur temps à se chamailler. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est vrai parce que d'une part, parce qu'on a des pouvoirs locaux et donc chacun de taille comparable, ouais. À peu près, parce qu'il y a des émirats qui occupent à peu près une centaine de kilomètres carrés, c'est-à-dire une ville. Il y a des taïfas qui occupent des territoires extrêmement grands et donc difficiles à gouverner pareil, avec des dissidents, avec etc., etc. Mais en gros, au tout début, il y a une vingtaine. Mais à partir de la deuxième moitié du XIe siècle, on commence quand même à avoir une carte beaucoup plus simplifiée, avec notamment l'hégémonie de la taïfa de Séville, avec les Banu Abbad, et celle de Grenade avec les Banu Ziri, Abdullah ibn Bouloukhin. On le connaît tous les deux d'une façon claire parce qu'ils sont, ils sont ramenés et emprisonnés à Armat. Donc, et les deux princes, les deux derniers princes, Al-Mu'tamid ibn Ubbad et Abdullah ibn Bouloukhin, qui a écrit un livre sur la fin de son émirat à Grenade, ils sont enterrés à Armat. Et donc, on connaît leur temps. C'est les deux principaux, ça? Les deux principaux. Il y avait Malaga aussi. À la fin, Malaga, c'est au tout début. Et Malaga, c'est des Idrissides qui se sont en quelque sorte appuyés sur la population berbère pour créer effectivement dès le départ une volonté, ils ont eu une volonté de créer un califat qui supplanterait celui de Cordoue, mais malheureusement ils n'ont pas réussi. Et c'est eux, les Hammoudites justement de Ceuta et de Malaga, qui ont essayé pour la première fois d'unir les deux rives de la Méditerranée. Alors, ils ont tenté, mais sans pouvoir, chose qu'on va réussir sous les Almoravides. Avec Ben Sachfin, bien sûr. Et malheureusement, cette rivalité politique, justement, a créé chez ces taïfas un manque de légitimité aux yeux des populations andalouses. Légitimité politique, certes, mais également économique, parce qu'on va le voir tout à l'heure, ils se sont fondés essentiellement sur une fiscalité très agressive vis-à-vis des populations locales, et on va voir, on le verra vers la fin peut-être, on rappellera le texte de quelqu'un qui a plutôt une volonté de défendre le califat omeyyade, et qui était dans l'antisystème en quelque sorte à l'époque, c'est Ibn Hazm. Celui qui a écrit le traité de l'amour, Tawq al-Hamama, et qui était contre la doctrine malikite. Et on va voir il est d'où ce Ibn Hazm? Eh bien, il est de Cordoue, il est le fils d'un vizir amirite, les Hujjab des Omeyyades, et donc il a tenté par tous les moyens de défendre justement le califat de Cordoue. Malheureusement, il n'a pas pu y arriver. Il est resté en marge en quelque sorte de la société, mais ses écrits ont survécu. Largement, et surtout ses idées également, qui était anti-système, qui attaquait carrément les taïfas, etc. Et il les a traités de bandits de grand chemin, etc. Mais moi, j'essaie juste de faire la part des choses entre le mythe et la réalité, parce que même en français, on les appelle les roitelets. Oui. On dit souvent les roitelets. Les roitelets, oui. Donc c'est une façon de les réduire, en fait, de les ridiculiser. On dit pas le roitelet de Hermès, ou le roitelet de... Oui. Pourquoi on dit les roitelets de... Tout simplement parce que géographiquement, il y a, comme je l'ai dit, il y a des taïfas de très petite taille. Mais est-ce que c'est leurs écrits? Est-ce que, parce que tu as parlé de la plume et de l'épée, ça veut dire qu'il y avait à la fois la présence d'une grande richesse culturelle et en même temps des escarmouches. Est-ce que c'était vraiment des guerres ou est-ce qu'ils se chamaillaient comme ça? Alors là, parfois, il y a des guerres acharnées, notamment entre les Abbadites de Séville et les Banu Ziri de Grenade. C'est les plus importants. Tout simplement, par exemple, la taïfa de Malaga, les Hammoudites de Malaga et de Ceuta, ils ont été à moitié avalés par les Abbadites de Séville, genre Algeciras qui était sous leur coupe à partir des années 1065 à peu près, il a été récupéré par les Sévillans. Par contre, Malaga, qui est aussi une ville extrêmement importante, il est sous l'obédience des Zérides, etc. Donc, c'est véritablement des guerres de pouvoir. Il y en a les plus forts, bien évidemment, ceux de Saragosse, les Banu Houd de Saragosse, et Banu al-Aftas, par exemple, d'Almeria, dont le dernier prince s'est réfugié à Bijaya, avec l'avènement des Almoravides, et ceux de Tolède, le Tujibide de Tolède par exemple, etc. Donc des pouvoirs qui ont un pouvoir inégaux en fait. C'est des pouvoirs inégaux en termes de force, en termes de l'ampleur géographique de leur pouvoir.
Donc on a des pouvoirs rivaux, des familles différentes. Question, j'ai lu quelque part, je suis désolé pour le côté un peu gore de ma question, que le papa de Mouatamid, donc Ben Abbad, je sais pas comment il s'appelle, avait enfermé ses rivaux. سميتو المعتضد. Ouais. Ok. Alors, ça c'est un laqab, c'est une dénomination, titulature ouais. de ce prince. Voilà. Alors, pour situer un peu l'ambiance, j'ai lu quelque part qu'il avait invité ses voisins dans un dîner qui avait mal tourné et qu'il les avait enfermés et ébouillantés dans un hammam où il les avait fait slaqhom, en fait, je sais pas comment le dire. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça? Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Et, Donc, et figure-toi, il a été invité d'abord c'est ça. à un festin chez un de ses princes, je me rappelle plus lequel, et bien évidemment, juste après le festin, bien évidemment, il y avait le vin qui coulait à flot, etc. Il a entendu une discussion entre l'un de ces princes qui l'ont invité, en disant, il faut profiter de cette occasion pour mettre fin à ce prince d'Al-Mu'tadid. Tu vois ce que je veux dire? Et donc après, il est devenu tout d'un coup hyper éveillé, très gentil avec eux, en disant, voilà, je vous invite chez moi aussi, etc. Et donc, il les a bien reçus. Et tout d'un coup, il leur a proposé de se rafraîchir dans un hammam. Et quand ils sont à l'intérieur, il a fermé les portes, il a muré les portes et les ouvertures de hammam. Et bien évidemment, en rajoutant le combustible, il les a asphyxiés. Quel mort atroce. Alors, c'est pourquoi je raconte ça, parce que ça, c'est le papa de Mouatamid, le poète. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui la sculpture et la gloire dans les rues de Séville, encore aujourd'hui. On appelle le prince triste. Oui. Parce que l'Espagne considère que c'est un Espagnol qui a été maltraité par les Samhaja, qui vont venir à sa rescousse. Et donc, en vérité, cette image de grand raffinement, c'est aussi une image de décadence, parce que l'épisode qu'on vient de raconter, sans tomber dans des jugements de valeur intempestifs, c'est quand même pas tous les jours qu'on entend des choses aussi affreuses, quoi. Il faut dire que la question des Sévillans, et notamment de Mouatamid, est un peu particulière dans la mesure, déjà à l'époque des Taïfas, tout simplement parce que Séville et les Abbadides sont en quelque sorte le bastion de l'arabisme andalou dès cette époque. Contre justement d'autres taïfas qui sont berbères. J'ai parlé des Hamoudites en mettant à leur tête un prince idrisside, etc. Et ils cherchent aussi à prendre du pouvoir, à prendre de la valeur. Et c'est important parce que les Abbadides, à leur origine, appartiennent à l'aristocratie administrative de Séville. C'est-à-dire le grand-parent de Mu'tamid ibn Abbad, c'est un juge de Séville. Et donc, à partir de là, quand il a vu la crise du califat de Cordoue s'approfondir, il a pris le pouvoir. Comme d'ailleurs ce qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, Badajoz, avec Banu al-Aftas, le Moutawakkil par exemple, c'est un militaire. C'est un berbère. Donc majoritairement, les chefs militaires, c'est des berbères qui ont une position militaire extrêmement importante et dont le pouvoir émanait essentiellement du fait que le pouvoir omeyyade de Cordoue leur a donné en concession des villes. Et donc à partir du moment où le califat a disparu, ils ont pris ces villes comme lieu de gouvernement, donc ils ont créé leur taïfa. Donc il y a des taïfas qui sont gérés par entre guillemets, des aristocrates ou l'oligarchie d'une manière générale. Voilà, d'autres par des militaires, des Chouhadines par des Amazirs, d'autres par des Arabes. Voilà, donc il y a un côté même un peu ethnique dans cette division. Complètement, même si on peut le constater à la fin. Tout ce débat ethnique, en quelque sorte, a été plus ou moins évacué assez rapidement par opportunisme politique. Parce qu'au bout d'un moment, avec notamment la pression des chrétiens, on va le voir, c'est la conséquence directe et c'est pour ça qu'ils sont super mal vus, les taïfas, tout simplement parce qu'on a perdu la main face aux chrétiens. Pour la première fois, il faut dire une chose. 985, les Amirides, c'est-à-dire ceux qui ont supplanté le calife de Cordoue, mais ils lui reconnaissent quand même l'autorité, le Mansour l'Amiri, il a conquis Barcelone. Il a saccagé Barcelone. Il a massacré les Barcelonais. Pas le EFC, ne t'inquiète pas. Mais voilà, c'est un autre moment. Maintenant, c'est les Madrilènes qui font la fête. La même chose. Mais 985, 1085, on a Tolède qui tombe.
Ça, c'est le choc. entre les mains des chrétiens. Donc c'est un revirement de situation qui est absolument incroyable au niveau civilisationnel et au niveau militaire. La chute de Tolède qui va provoquer l'appel aux Almoravides par... Absolument. Mais avant d'arriver là, je suis désolé, je ne voudrais pas m'acharner sur le bon Mortaded, le papa de Mohamed Samil, mais est-ce qu'il est vrai, je voudrais quand même revenir avant d'arriver à Youssef Ben Sachfine, à cet épisode incroyable de cinéma où il ébouillante ses rivaux. Est-ce que c'est vrai qu'il leur a ensuite coupé la tête et qu'il a suspendu ça comme des fruits à des arbres et qu'il leur aurait le soir déclamé quelques vers de poésie à ce qui restait de leur... de leur cadavre, mais c'est vrai ça, parce que c'est la folie. Ça, c'est vrai. En plus, il disait un peu perturbé quand même. Oui. Il disait que, et d'ailleurs il a tué un de ses fils, parce que le frère de Mohamed. Voilà, il a fait un coffre en fait où il rassemblait les têtes qu'il a coupées, notamment ceux de ses princes, et puis après il les a accrochés à un arbre pour les contempler et pour composer des vers. Vous voyez les deux images d'un pouvoir puissant, raffiné, militaire, mais en même temps, voilà, face à ce carnage, eh bien, il est en train de composer de la poésie. Parce que tellement c'était... Il y a un côté décadence. Moi, quand j'entends ça, je pense à Néron, tout ça. Enfin, l'image qu'on a de ces gens-là. Mais en tout cas, bravo d'avoir réussi à nous expliquer que c'était la grande apogée de la civilisation, parce que c'est fou, il y a le décalage entre l'image et ça. Oui, exactement. Et on va le voir encore. Tu as d'autres exemples comme ça? Vas-y. Bien sûr, par exemple, la question de ce raffinement culturel, on le voit également. On l'a par les textes, parce qu'on peut dire, par exemple, qu'à Nimira, qui est juste à côté de Teruel actuellement, Albarracín, juste à côté de Valence, pas très loin de Valence, c'est un atelier de potier. Là, on le descend du voilà, c'est la province de Valence. Ouais. Et le prince de cette Albarracín, par exemple, qui fait que cette taïfa ne fait pas plus de 100 km², c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Armat à l'époque médiévale. Une taïfette. Voilà, exactement. Et finalement, en fait, il a gaspillé ce personnage, il a gaspillé énormément d'argent pour acheter les instruments de musique et pour acheter les chanteuses andalouses à cette époque. Il y a un texte notamment de... Il a fait quoi? Il a fait un festival. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, parce qu'il fallait en quelque sorte... Il rivalise, ces différents princes, ces différents roitelets, rivalisent en fait dans ce domaine du culturel, de la musique, de la poésie, à celui qui va payer à prix fort telle ou telle danseuse, ou telle ou telle... Ce qu'on leur reproche, en fait, c'est d'avoir mis leur budget dans des, entre guillemets, futilités, c'est pas moi qui... Oui. Et d'avoir laissé les chrétiens se réarmer et devenir menaçants, c'est ça? Exactement, exactement. Ils n'ont pas un sens de priorité, tellement ils se sont en quelque sorte inscrits dans une image, on va dire, de paisibilité totale. Sauf que le fait qu'il y ait des rivalités politiques entre eux, et c'est ça qui a fait certainement réfléchir les chrétiens, tout simplement à partir du moment où il y a rivalité entre ces différentes taïfas, la taïfa, certainement qui n'a pas la force de contrarier Séville, les Abbadites de Séville, ils font appel aux chrétiens. C'est là où ils ont compris, ou que les chrétiens ont compris que, voilà, il y avait un gâteau. Voilà, il y avait la possibilité de s'emparer de... Le verre est dans le fruit. Exactement. Donc tu vas avoir des taïfas musulmanes, entre guillemets, qui vont s'allier avec les chrétiens pour se protéger des Abbadites, c'est ça? Exactement, exactement. Est-ce qu'on a d'autres exemples de têtes ébouillantées, des choses comme ça, non? J'ai pas quelque chose comme ça de concret. Tu te rends compte quand même de la puissance de l'image, là? C'est incroyable, c'est digne d'un film, en fait, parce que c'est le papa de Mohamed Samil. Voilà, c'est une torture. Il devait être perturbé un peu, son fils. Pas possible, pas possible. Et que son fils, au contraire, autant il était effectivement très agressif par moments, mais on le reconnaît aussi sa finesse en plantant par exemple tous les environs de sa ville pour que sa bien-aimée I'timad Romaïkia puisse voir justement la couleur blanche au sommet des monts qui entourent Séville, etc., etc. Mais il y a des choses comme ça assez extravagantes qui, voilà, démontrent... On raconte quand même que, comme tu l'as dit, la population était un peu écrasée d'impôts, ce qui a quand même facilité l'arrivée des Almoravides, enfin, qui n'ont pas trouvé une population très prête à les défendre quand leur tawaïf ou la taïfa sont tombés dans le giron maghrébin, quoi, en fait. Il n'y avait pas une grande solidarité, quoi. Eh bien, si les Almoravides ont réussi à s'imposer, c'est grâce à deux choses. D'abord, les ulama,
et notamment des ulama malikites. On sait que le malikisme s'est installé durablement depuis des siècles à Cordoue, et donc c'est un foyer du malikisme, et même dans les régions, Tolède par exemple, Toujib, etc. C'est véritablement des foyers du malikisme depuis le début, depuis le 9e siècle. On sait déjà qu'il y a Ibn Habib, qui est un savant malikite, etc., qui a puisé de traditions à la fois africaines et égyptiennes du malikisme, mais il y a aussi la population locale. La population ne soutient absolument pas les taïfas. Il sait pertinemment, Cordoue a été attaqué par les chrétiens à 2 reprises. Et donc, les chrétiens ont compris qu'ils ont la possibilité de s'emparer d'Al-Andalus, ou au moins d'une partie d'Al-Andalus, assez rapidement. Par exemple, Saragosse, ils l'ont récupéré de la main d'un gars qui n'est pas aimé par la population locale, etc., et à qui on avait promis le pouvoir d'une ville qui s'appelle Valence, etc., etc. C'est-à-dire, en fait... Il a donné Saragosse pour récupérer Valence. Voilà. Il n'a rien eu à la fin. Rien du tout. Voilà. Au moins, il s'est installé à Valence pendant un temps, le temps que les Almoravides arrivent. Il a été défendu par Lucide pendant longtemps, mais les Almoravides ont eu raison de lui. Donc, la population locale l'a tué directement. Alors, je reviens à la chute de Tolède, à l'électrochoc qu'elle provoque et à l'arrivée des armées de Youssef Msachfine qui vont mettre fin à cette période en vérité. Oui. Dominant dans la bataille de Zlaqab en battant les armées catholiques ou chrétiennes, et deuxièmement, un peu plus tard, prenant le pouvoir et en unifiant toutes ces tawaïf. C'est bien ça. C'est ça. En 1085, Tolède est tombé, mais il y a énormément de villes, notamment à l'ouest, c'est-à-dire le Gharb al-Andalus, on l'appelle des textes. Coimbra est tombé depuis le début des années 60 du XIe siècle. En 1065. Portugal. Viseu, au Portugal, pareil au nord du Portugal, il a été conquise, pareil, dans la même période. On a perdu Sicile, déjà, dès cette période. Valence en 65, avant de la récupérer par les Almoravides. Donc il y a quand même un état d'esprit chrétien qu'on appelle la reconquête, mais qui est tout simplement la conquête. C'est ça, exactement. Et donc il y a un état d'esprit qui s'est installé à l'ouest du bassin méditerranéen, qui s'impose progressivement, où la chrétienté s'impose face à l'islam, que ce soit économiquement ou politiquement, c'est quelque chose d'irrécupérable. Il faut bien comprendre que l'appel que lance Mohamed à Youssef Msachfine pour venir le défendre contre les agressions d'Alphonse, il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il a peur un peu pour son indépendance. D'ailleurs, la suite va le prouver. Et il y a cette fameuse phrase, je ne sais pas dans quelle mesure elle est mythique ou pas. Je préfère les chameaux que les pourceaux. Enfin, je préfère garder les chameaux que garder les pourceaux. C'est-à-dire, je préfère être sous la domination africaine, mazir, que celle de pourceau étant son voisin catholique. Exactement. Mais il faut bien qu'on comprenne qu'à ce moment-là, c'est 2 mondes. C'est 2 mondes qui vont s'entrechoquer et que l'arrivée des Almoravides va créer un électrochoc en Andalousie. Ça c'est sûr. Et je pense que c'est un opportunisme politique au départ parce que les chrétiens allaient s'imposer par la force. Cordoue a été attaqué à 2 reprises. Sauf que les Almoravides se sont rendus compte que s'il y a un changement, qu'ils n'ont pas eu la volonté de s'installer durablement en Andalousie. Dans un premier temps. Voilà. Mais dès le départ, on ressentait, en tout cas d'après la littérature, qu'ils n'étaient pas très... Youssef Msachfine notamment, il ne voyait pas d'un bon œil les roitelets justement et leur des mode taïfas. De vie. Et leur mode de vie. Exactement. Et leur gestion des priorités. Exactement. Voilà. Donc on parle du choc culturel que peut croiser un homme du désert austère et combattant à quelqu'un qui est complètement versé en fait dans les plaisirs. Exactement. Et qui met en danger son indépendance au nom de sa qualité de vie. En fait. C'est comme ça qu'il le voit en fait. Exactement. Et pendant le deuxième passage des Almoravides, en 1088, ils se sont rendus compte, c'est-à-dire 2 ans uniquement après Zalaqa, avec une victoire retentissante, eh bien, ils se sont rendus compte que c'est pas un système viable pour garder Al-Andalus. Et qu'il faut reprendre la main. Et c'est la fin des taïfas. Et c'est la fin des taïfas dans la mesure où c'est pas encore en 1088, c'est 2 à 3 ans plus tard.
en 1090, en 1091, à ce moment-là, ils se sont rendus compte que la seule solution, c'est de mettre un terme à ce système d'émiettement politique, la répartition géographique de l'Andalous ne permettait pas de faire face à l'union chrétienne contre les musulmans, que ce soit des Catalans, des Aragonais ou des Lyonnais, qui constituent désormais une force avec l'implication directe du pape et du Vatican, avec l'implication directe des villes italiennes, Gênes, Pise, etc. Il n'y a pas d'autre solution que d'installer un pouvoir unique, tout aussi puissant face à cette union chrétienne. On a l'impression qu'à cette période-là, ceux qui arrivent à s'unir sont les plus forts, vu que c'est quand même des combats et des rapports de force très numéraires, quoi. La technologie est la même, il n'y a pas de grande différence. Donc si tu arrives à fabriquer, parce qu'il faut le dire, hein, par exemple en Mauritanie, on a eu un historien mauritanien qui nous a raconté la présence de combattants subsahariens en nombre dans les armées du Msachfine, on connaît leurs noms, etc. Donc c'est un vrai empire qui se déplace vers le nord, quoi. Exactement. C'est pas juste une tribu, quoi. C'est un empire. Non. On sait très bien comment la gestion militaire des Almoravides, c'est les Almoravides eux-mêmes qui ont pris les rênes du pouvoir en Al-Andalus, et notamment le pouvoir militaire. Bien évidemment, face à la société, il a fallu profiter des populations des Andalous, justement, dans l'administration, de la Kitaba, par exemple, la chancellerie, etc. C'est des Andalous. Par contre, dans les affaires politiques, on trouve Ibn Ta'ayyash, Ibn Tafluit, etc., qui sont des généraux. Abu Bakr ibn Abi Bakr, etc. Et c'est lui qui a défait en quelque sorte Mu'tamid ibn Ubbad, c'est lui qui a défait Banu al-Aftas à Badakhos, il les a tués, d'ailleurs le Mutawakkil et ses fils qui ont résisté à son pouvoir, eh bien il les a massacrés. Donc c'est un destin un peu différent. C'est une histoire de malade, hein. C'est une période de malade, hein. Ouais. Je te le dis moi. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je trouve cette période extraordinaire, c'est que pour rester sur le triangle, même si Mu'tamid qui symbolise un peu le roitelet, Alphonse qui symbolise le chrétien qui veut entamer sa conquête, et Youssef Msachfine, il y a des lettres entre ces gens-là. C'est ça. Exactement. Mais il faut lire ces lettres. Exactement. Il y a une lettre, par exemple, de Alphonse qui dit à Mu'tamid, alors il paraît que tu as appelé tes amis pour te défendre, ça m'étonne pas, il y a des mouches parce qu'ils arrivent avec des animaux, ils sont sales. Oui. Ensuite, il y a une lettre de Alphonse à Youssef qui dit, paraît que tu arrives, et que moi tu as peur de la mer, est-ce que tu veux que... il s'envoie comme ça des punchlines. Oui. Et Mu'tamid lui répond, oui, ils arrivent. Non, Alphonse lui demande, est-ce que tu as des éventails? Alors il dit, oui, mais je vais te les envoyer en peau d'antilope, ils vont donner chaud, ils vont pas donner froid. On est dans un monde extraordinaire. Youssef Msachfine, dans ce signe politique et de la culture politique extrêmement fine, et parfois des réponses assez rapides. La fameuse, voilà. Ce qui sera, tu le verras. Qui est la fameuse phrase de Msachfine à Alphonse qui le menaçait avant Zlaqa. Ce qui sera, tu le verras. Al-Jawab ou Matara. Al-Jawab ou Matara, qui est la phrase qui va sceller la fin de ces jolies lettres et le début de la guerre qui va être gagnée donc par les Almoravides, quoi. Exactement. Et c'est quelque chose, justement, qui a changé en quelque sorte la face de l'Andalousie, en apparence au moins, mais la force chrétienne n'a pas perdu son élan pour autant, parce que, voilà, on est dans une... Tolède a été perdue, plus tard avec Saragosse, ça va être perdu également, mais en tout cas, on a un changement, en quelque sorte, des forces dans le bassin méditerranéen. On n'est plus dans, on va dire, la force musulmane qui s'est imposée face aux chrétiens et qui pouvaient attaquer le sud de la France, le Pays Basque, etc., la Catalogne et tout ça. On est maintenant dans une décroissance, on va dire, des territoires occupés par les musulmans. Pour revenir à la culture et au rayonnement culturel, on a l'habitude d'associer l'Andalousie à un rayonnement culturel. Alors peut-être l'apogée de la période andalouse, ça va être celle d'Ibn Rushd, plutôt Almohad. En fait, à l'ombre justement de ces princes et de cet éclatement politique, il y a quand même un éclat culturel extrêmement riche. Voilà. J'ai parlé ça complexifie le bilan, quoi. Exactement. Ça on va dire, l'adoucit et ça le rééquilibre sur une période qui paraît à tout le monde politiquement comme un désastre d'Al-Andalus, justement, mais en réalité avec une richesse littéraire extrêmement importante. La poésie, ça va de soi, on connaît très bien l'ami poète et l'alter ego de Mu'tamid, Ibn Ammar,
qui est vraiment son copain le plus proche et certainement l'un des poètes les plus importants de cette période. On connaît également les écrits, par exemple, mathématiques, astrologie, etc., que ce soit dans les Émirats et les taïfas de Cordoue, de Séville, de Saragosse, etc. Et on connaît, pareil, on va dire des poètes, cette fois-ci, qui font tout le tour, justement, de toutes les taïfas au gré, en fait, des ressources financières, exactement. Dont un, quand j'ai gardé le nom, il s'appelle Ibn Darraj al-Kashtali. Le Castillon, qui a fait Cordoue, Ceuta, Almeria, Valence, Tortosa, Saragosse, Revalence, Digne. Donc, vous voyez, c'est pratiquement des tournées. Il fait une tournée, en fait, il raconte sa poésie au prince, à la exactement, cour. Exactement. Il s'installe dans un endroit, chez un prince de Taïfa, par exemple, pendant 5 ans, 6 ans, une année, 2, ça dépend vraiment du cash qu'il reçoit. Il faut bien vivre. Et voilà, exactement. Mais il y a quand même des cours de cette période qui se sont imposés sur la scène, et notamment Séville, ça va de soi, on l'a dit, Cordoue, bien évidemment, et Tolède, Badajoz, Saragosse, etc., etc. J'ai parlé tout à l'heure de l'émirat d'Albarracín, près de Valence, de Teruel, etc., qui est toute petite, en fait, somme toute, une centaine de kilomètres carrés. Le prince s'appelle Hudayl Bnorazin. Et donc, ce bonhomme, il a investi énormément d'argent pour acheter, je l'ai dit, des instruments de musique. Et les textes nous disent, par exemple, qu'il a acheté une seule danseuse pour 3000 dinars. Je n'ai à 3000 dinars. 3000 dinars en or. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais quand on dit on achète une danseuse, on achète quoi exactement? On achète tout. Ah d'accord. C'est une esclave. C'est El Jawari. C'est pas une prestation. Non. Artistique. Non. Et la preuve, on est que Ibn Hiyyan, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Muqtabis, il a décrit cette petite dame, même cette grande dame, et il nous dit « Nul ne vit à son époque de femme d'allure plus gracieuse, de mouvements plus vifs, de silhouettes plus fines, de voix plus douces, sachant mieux chanter, excellent dans l'art d'écrire et dans la calligraphie, d'une culture plus raffinée, d'une diction plus pure. Il connaissait même la médecine, l'histoire naturelle et l'anatomie et d'autres sciences où des savants de l'époque ne sauraient révéler inférieurs. » C'est une esclave, ça. C'est une esclave. Wow. Il excellait à la lutte. À la lutte. Il est à la lutte. Je m'arrasque à le frère. À faire. Bon, ça va. C'est quoi comment il a parlé? À faire de la voltige en tenant des boucliers, à jongler avec des lances, des sabres et des poignards affilés. Donc voilà. Cirque. Ça mérite bien 3000 dinars. Voilà, et donc c'est en quelque sorte, on voit le cérémonial qui est organisé. On voit le cérémonial, on voit peut-être la réalité, peut-être l'exagération, mais on voit surtout dans quel état on comprend aussi la réputation que peut avoir un pouvoir comme ça, à dépenser beaucoup d'argent dans ce qui reste du plaisir, alors qu'il y a une menace à ses portes. Donc on comprend tout en fait avec cette discussion. Alors il ne faut pas non plus généraliser ce genre d'image. Il y a aussi un intérêt particulier aux sciences. L'astronomie, notamment à cette époque, par exemple à Tolède, il y a un astronome et mathématicien qui s'appelle Az-Zarqali. Az-Zarqali, il n'a pas coûté 3000 dinars. Et il s'appelle Azarchiel des latins, en fait. Il faut aussi rappeler. Et il fabrique des astrolabes. Il faut quand même rappeler, c'est très important dans cette période-là, que énormément du savoir grec va être sauvé de l'oubli. C'est ça. Par ces travaux. Exactement. Voilà, qui vont. Et c'est de cette période qu'on a les premiers écrits philosophiques aristotéliens en Al-Andalus, notamment par le biais d'un savant, un philosophe qui s'appelle Ibn Baja. D'accord, Ibn Baja, qui est mort aux alentours de 2090, c'est-à-dire avec la fin des taïfas. En architecture, par exemple, on a énormément de vestiges qui remontent à cette période. La mosquée de Cordoue, c'est cette période? Une partie uniquement, parce que les derniers agrandissements datent de l'époque améride. Elle est bête. Et il est magnifique, mais par exemple, je vous renvoie, et je renvoie les auditeurs, par exemple, là, au palais Al-Ja'fariya.
Finja. à Saragosse. Mais il y a des vestiges de cette période des Taïfa à Tolède et qui représentent en quelque sorte, parce que c'est un palais de Taïfa et on en a peu en quelque sorte. D'accord. Il y a beaucoup plus de vestiges al-Muhad, par exemple. Exactement, que de cette période. Voilà. Mais au moins, à Saragosse, on a Al-Ja'fariya qui est absolument extraordinaire en termes de... Donc, c'est un palais qui a été construit par le prince Al-Muqtadir et qui est actuellement, il me semble, le siège de la région d'Aragon. D'accord. Donc, c'est quelque chose... C'est là où on trouve le début ou les débuts de baroquisme, on va dire, dans l'art islamique. D'accord. C'est-à-dire une décoration couvrante avec des décors très recherchés, que ce soit en stuc ou en plâtre ou avec des lignes plutôt recticurvilines que des lignes très géométriques de l'époque précédente, etc. Pareil, on a quelques détails, par exemple, sur les coffres de l'époque des Taïfa, notamment à Tolède, des coffres en ivoire. Et il paraîtrait qu'ils sont très très bien décorés, avec des formes figuratives, même s'ils sont peu présentes, mais quand même, qui représentent en quelque sorte les derniers moments de cet art en Al-Andalus. Après, on trouvera le travail de l'ivoire plutôt dans les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne que chez les musulmans d'Al-Andalus. Question stupide, mais l'ivoire ne vient que de l'éléphant. Et il vient que de Il n'y a l'éléphant. pas d'un autre. Et c'est des importations africaines vers Al-Andalus, exactement. Mais les savoir-faire justement sur l'ivoire, ils se terminent pratiquement à cette période. C'est très rare les coffres qu'on va trouver au-delà de cette période des Taïfa, en Al-Andalus notamment. Et puis, au niveau de la littérature également, je voudrais insister sur un personnage extrêmement important que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est Ibn Hazm, qui est assez atypique et qui défend... le fils du ministre. Le fils du ministre, et qui défend en fait le madhab, la doctrine dahirite, et qui lutte en quelque sorte contre les ulama et les ulama malikites qui interprètent à outrance les textes scripturaires. Pour lui, ce qui doit être pris en considération dans le droit, dans l'écriture du droit et dans l'application du droit, c'est le texte coranique et la sunna et non pas le qiyas, l'analogie et l'ora'i, qui est vraiment cher à l'interprétation. Attention, à chaque fois qu'on parle de combat idéologique ou théologique, j'aime bien rappeler, tu me contrôleras, que derrière, il y a souvent des enjeux de pouvoir et que si un Almoravide arrive et t'explique qu'il est malékite, le ministre andalou, il va choisir autre chose. Exactement. Parce qu'évidemment, et le vrai problème, il est peut-être pas dans la doctrine, mais dans qui va gérer cette partie du monde. Quoi. Exactement. C'est parfaitement ça, parce que c'est un débat purement idéologique, mais qui a existé. Comme d'ailleurs, à cette période, il y a eu, par exemple, des cathédrales à Cordoue, comme il y a eu des évêques à Cordoue à la même période, il y a eu des juges chrétiens. J'ai pas compris. Comment ça, des évêques à Cordoue, ma femme? Dans la taïfa musulmane, le chrétien est là. La liberté de culte était assurée. Il y a des juifs dans les sphères de l'État, dans l'administration, donc il y a un dans culte le chrétien, commerce. Il y a un culte chrétien. Bien sûr. Non, juif, ça me surprend pas parce qu'ils vont rester, mais il y a un culte, d'accord. Oui, exactement. Exactement. Il y a des juges. Ça, c'est plus rare, on est d'accord. Oui, il y a des juges. Alors, on transpose généralement la situation maghrébine sur Al-Andalus. Ici, il ne faut pas du tout. C'est deux choses complètement différentes et c'est deux mondes différents. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les noms chrétiens qui sont utilisés par les musulmans, Pasquale, par exemple, Bashkwel, etc. Et donc, il y a quand même une ouverture culturelle. Il y a une mixité, peut-être un mélange même. Il ne faut pas non plus exagérer c'est pas dans l'esprit, on va dire, des trois cultures prônées. C'est pas le village dans les nuages. Voilà, exactement. Mais ça existe. Il y a une culture dominante. Et c'est très bien qu'on le signale. Ça mérite d'être signalé. Eh ben, c'est fait. Est-ce que tu as d'autres choses à nous signaler avant de rendre l'antenne? Juste un autre élément qui me paraît extrêmement important à signaler à cette période, c'est qu'on a plutôt tendance à dépasser, on va dire, les cantonnements tribaux. Généralement, les historiens ont vu justement qu'on a à cette période, en quelque sorte, la domination d'une personnalité andalouse
et que le système tribal, que ce soit arabe ou berbère, commence à se diluer devant la fabrication d'une identité andalouse. Exactement. Chose qui va être... Arrivent les Zeneta, arrivent les Arabes et finalement ils deviennent tous un peu andalous. Exactement, exactement. Et ça, c'est un changement important à signaler. Tout simplement dans la mesure où même au niveau linguistique, on a tendance plutôt, dès cette période, c'est-à-dire 11e, 12e siècle, et chose qui sera consacrée complètement au 13e siècle, à un monolinguisme, c'est-à-dire à la domination de l'arabe, face justement aux dialectes romans, locaux ou aux dialectes berbères. Alors, de quel arabe on parle ? Voilà. C'est ça la question. Exactement. Je parle de l'oral. L'écrit, on le connaît. Exactement. On a encore les textes de ces gens-là, mais je parle de l'oral. Oui. Il y a un arabe qu'on voit à travers les dictionnaires, etc., qui est très mélangé. On a l'arabe du Nord, on a l'arabe parce que le système tribal a installé en fait cette mixité en quelque sorte entre les dialectes différents, yéménites, qaïsites, etc. Et que voilà, on a un arabe qui a donné à la fin, notamment au XIe siècle et XIIe siècle, un arabe andalou. Un arabe qui est un mélange des deux. Mélange de quoi et de quoi ? Mélange de l'arabe du Sud. Le yamanite avec le gaf par exemple, les yamanites ne disent jamais le qaf, et l'arabe du nord qui est très spécifique à ces régions, et donc voilà, ça donne un mélange un peu particulier, on a l'andalous, et on le voit par les textes notamment, une sorte de dictionnaire qu'on appelle l'ahnul amma, c'est-à-dire les dictionnaires en fait qui relèvent les fautes de la population, de la plèbe en quelque sorte, en disant voilà, vous dites ça, or la vraie expression, c'est ça. Et donc, ils nous renvoient à l'arabe standard. D'accord. Donc, et eux, ils ont dérivé vers quoi ? Comment ? Il n'y a pas d'influence, par exemple, de l'amazigh ou de... Bien sûr, il y a l'influence de l'amazigh. Mais en tout cas, à cette période, ça a tendance à disparaître. Il va complètement disparaître cet, on va dire, bilinguisme ou multilinguisme andalou. Il va disparaître au XIIIe siècle, définitivement. Avant, on pensait qu'il y avait un bilinguisme permanent. Or, mais comment tu expliques qu'il est disparu alors que tu arrives une élite almohade et almoravide qui, elle, est amazirophone ? Il y a en quelque sorte cette personnalité andalouse, c'est comme si vous venez du sud par exemple, de Sousse, et vous vous installez à Casa. La première génération, ils parlent parfaitement berbère, peu d'arabe. Deuxième génération, ils parlent un peu de berbère et beaucoup d'arabe. La troisième génération, ils parlent arabe. Parce qu'on a eu un historien que tu connais bien qui s'appelle Mahdi Rouelguet qui nous disait que par exemple il y a des domaines où l'amazigh n'avait pas disparu. Par exemple le métier des armes, où il y a énormément de termes qui sont restés parce que c'était quand même pas les poètes qui c'est ça qui est en première qui font ligne, la guerre qui font la guerre. Donc là je vous renvoie à ce podcast qui s'appelle La langue berbère au Moyen-Âge qui est très intéressant. Oui. Donc ça n'empêche que au niveau des sphères de l'État, à quelques exceptions près, on a tendance à aller vers le oui, qui s'est imposé. Est-ce que tu as autre chose à signaler ? Je pense que c'est tout. Eh bien écoute, si te reste quelque chose, garde-le pour la saison prochaine. Inch'Allah. Puisqu'on compte bien continuer. Et on vous donne rendez-vous à tous nos auditeurs amateurs du podcast d'histoire. On les remercie déjà. Et ben voilà, restez pas loin parce qu'on n'a pas fini de tout vous raconter. Merci beaucoup, Abdullah. Et à travers toi, je remercie tous les historiens qui nous ont aidés à comprendre qui nous sommes. Wa shukran. Merci beaucoup, Sereda. Merci à Radio Ma'arif pour cette opportunité pour nous et pour les auditeurs. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.